Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques, c'est Ben, et aujourd'hui je serai tout seul. Malheureusement on n'a pas réussi à trouver un créneau en commun avec Dylan pour vous parler de ce jeu, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est un chouette jeu. On va parler de Inventeur du Tigre du Sud. Inventeur du Tigre du Sud est un jeu du duo mythique Shem Phillips et S.J. McDonald, illustré par le trio mythique Mihailo Dimitrievski, The Miko, édité par Garphill Games. Il est repris en français par Pixie Games, qui le localise donc. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties entre 1h30 et 3 bonnes heures quand même, et une difficulté estimée sur BGG à 4,3 sur 5. J'irais peut-être un petit peu moins haut que ça, je le mettrais à 4 sur 5 pour ma part. Vous pouvez noter que la boîte m'a été fournie par l'éditeur Pixie Games un petit peu en avance pour que je puisse faire quelques parties et vous en parler en vidéo. Je les remercie bien entendu et mon avis est toujours le plus honnête possible. Inventeur est le troisième volet et dernier volet de la trilogie du Sud par le duo mythique de concepteurs Shem Phillips et S.J. McDonald. Dans cet opus, vous êtes des inventeurs. Vous allez donc créer des choses, des objets, par exemple une boussole rotative ou une roue robotisée, et vous allez le faire en plusieurs étapes successives. Vous allez d'abord inventer, puis vous allez construire, et enfin, vous allez publier, éditer votre invention, le tout en recherchant diverses technologies, avec différents types d'ouvriers, et en 4 manches qu'on va regarder tout de suite un petit peu plus en détail. Inventeur du Tigre du Sud est donc un jeu de placement d'ouvriers, de construction de moteurs et de majorité. Vous allez jouer pendant 4 manches. Chaque manche est divisée en 3 phases différentes. La première phase, c'est une phase de revenu. Vous allez obtenir le revenu de la position de votre jeton sur la piste correspondante, ainsi que la position sur laquelle vous êtes sur votre escalier, sur cette petite tour, j'y reviendrai un petit peu après. La deuxième phase de chaque manche, c'est la phase principale, la phase d'action, pendant laquelle chaque joueur à tour de rôle, et jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé, vont réaliser une action, soit en utilisant leurs ouvriers qui sont représentés par les dés ici, soit en utilisant les ouvriers qui sont représentés par les personnages qu'on va pouvoir placer sur le plateau, soit, dernière option, en utilisant votre tente, celle la plus à gauche, qui signifie en quelque sorte « je passe, j'ai terminé pour cette manche », il vous restera quelques actions, mais un petit peu moindres, à réaliser jusqu'à ce que l'ensemble des joueurs ait passé. Enfin, on arrive à une troisième phase lors de chaque manche, une phase de maintenance où on remet en place et on prépare pour la manche d'après. À l'issue des 4 manches, un dernier décompte des points de victoire ont lieu, assez conséquent d'ailleurs, mais il y a une application qui vous aide à compter les points, et il y a même un petit score pad, on y reviendra un petit peu plus tard, et bien sûr, à l'issue de la partie, le joueur ou la joueuse avec le plus de points l'emporte. On commence tout de suite, je vais vous expliquer juste rapidement le système de dés. Le pool de dés que vous avez est fixe, c'est-à-dire qu'il ne bougera pas au cours de la partie, ou très peu, en tout cas vous serez amené à ajouter 1 ou 2 dés au maximum, et ces dés ne sont utilisables que lorsqu'ils sont dans cette partie-là de votre plateau. Vous voyez, il y a 4 zones ici. À partir du moment où ils arrivent sur la zone du désert, ils sont utilisables, et plus ils vont haut, plus leur valeur est importante. Vous avez également une étude qui se trouve ici pour les dés de couleur uniquement. Les dés qui sont dans l'étude ne sont pas utilisables en tant que tel, en tant qu'ouvrier. En revanche, chaque fois que vous allez le déplacer, vous allez obtenir le bonus que vous allez recouvrir, et vous aurez l'opportunité ensuite de les décaler, et à ce moment-là, de les utiliser comme des ouvriers. Qu'est-ce qu'on peut réaliser avec ces dés? La première chose, ce sont les actions de caravane. Vous avez 2 emplacements par défaut, et jusqu'à 4 si vous arrivez à les débloquer, pour réaliser les actions principales du jeu, c'est-à-dire les actions qui ont trait aux inventions que vous allez pouvoir réaliser. L'action d'inventer l'objet, la première chose, construire ensuite, puis tester, puis enfin éditer. Toutes ces actions vont être réalisées sur ces grandes tuiles qu'on voit là. En fait, il faut imaginer qu'en dessous du plateau, ici, on a un tableau constitué de 3 colonnes. Une colonne d'invention, donc où les objets sont à l'état conceptuel, ils sont inventés, on a les plans, entre guillemets. Une colonne de construction, c'est-à-dire les objets ont été réalisés, concrétisés à partir des plans de la première colonne, et une colonne d'édition, c'est-à-dire que là, l'objet est finalisé, il est édité, il est presque prêt à être vendu en quelque sorte. Voilà. Donc, pour réaliser ces actions, vous allez utiliser des dés et vous allez les placer sur les emplacements de caravane pour, première chose, inventer des objets. Pour inventer des objets, il vous faut au moins une carte en main que vous allez pouvoir utiliser justement comme invention. Par exemple, je vais inventer le cadran solaire résonnant, pourquoi pas.
Pour inventer un objet, vous allez devoir payer le coût qui se trouve toujours en haut à droite de la tuile et obtenir la récompense qui se trouve en bas à gauche. Ça fonctionnera toujours comme ça pour toutes les actions d'invention, de construction et d'édition. Donc ici, par exemple, je vais devoir payer, je dois avoir une valeur de 2 ou plus sur un dé, me défausser de 2 cartes, et je vais placer mon cadran solaire résonnant. J'obtiens au passage des petites influences dans les guildes qui fonctionnent un petit peu comme le reste de la trilogie du Sud. En plus, ça va vous permettre de faire des actions, j'y reviendrai un peu après. Et je vais obtenir la récompense qui se trouve ici. Et pour marquer que c'est moi qui ai inventé cet objet, je vais prendre une petite tuile à ma couleur et la placer ici, en recouvrant donc la récompense qui change. Vous voyez que la récompense et également le coût, on a dit en haut à droite, en bas à gauche, change. Ok, on regarde la deuxième action maintenant. On passe à la construction. Pour construire un objet, je peux construire un objet, soit un objet que j'ai moi-même inventé, soit un objet qu'un autre joueur a inventé. C'est ça qui est super bien dans le jeu, c'est que du coup, c'est justement des inventions qu'on va faire en commun. Par exemple, un joueur peut faire la première étape, je m'occupe de la deuxième, un autre joueur s'occupe de la troisième, et ainsi de suite. C'est super bien fait, c'est justement ce qui fait que le jeu est très interactif. À nouveau, on applique le même processus, on paye le coût en haut à droite et on obtient la récompense en bas à gauche. Sur le coup, vous voyez qu'il y a des petits cercles qui sont dessinés ici, plus toujours une valeur de dé qui correspond au dé que vous mettez dans la caravane. Ces petits cercles-là sont des artisans. Les artisans sont sur votre plateau personnel et correspondent à ces petits disques-là qui peuvent être soit actifs, soit épuisés, donc ils sont retournés. Et pour payer justement ces artisans, vous allez devoir en payer le coût en pièces indiquées sur chaque tuile en fonction de là où il se trouve sur l'escalier, payer le coût en pièces pour chaque ouvrier, le retourner parce qu'il est fatigué, il a travaillé, et le faire progresser puisqu'il a gagné en expérience. Vous l'avez fait travailler, il a appris quelque chose, il monte en expérience, il gravit les marches de l'escalier, c'est 100% logique, c'est normal. Impeccable. Vous payez donc toujours, pour l'étape de construction, c'est toujours 3 ouvriers, donc qui sont précisés sur l'invention en question, et vous faites progresser la tuile dans la colonne de construction. L'objet est maintenant construit, et vous allez pouvoir en plus dire que c'est vous qui l'avez construit. Vous allez donc mettre un petit marqueur pour dire « c'est moi qui ai construit cet objet ». Vous remarquez qu'ici, je suis à la fois l'inventeur et le constructeur. Dans ce cas-là, je récupère la récompense ici une seule fois, mais si j'avais construit l'invention d'un autre joueur, alors à ce moment-là, les 2 joueurs auraient récupéré la récompense qui se trouve ici. On va faire à nouveau évoluer le coût et la récompense, puisqu'on va retourner cette tuile que l'inventeur avait placée, et on va venir la placer justement sur la carte pour modifier son coût final, entre guillemets, pour passer à l'étape d'édition, et on revient à la première récompense qui a été ici. L'édition, ça se passe exactement de la même façon, on paye le coût, on obtient la récompense, on indique que c'est nous qui avons édité l'objet, et on déplace la tuile vers la dernière colonne. Cette fois-ci, on ne fait pas évoluer ni le coût ni la récompense, puisqu'on est à l'étape finale. Je reviens brièvement sur les artisans, puisque les artisans, leur intérêt, c'est de progresser. Plus vous les faites progresser, plus ils coûtent cher. C'est normal, ils gagnent en expérience et en savoir-faire, et donc forcément, ils vous coûtent plus cher. Une fois que vous êtes arrivé à déplacer tous vos artisans de la dernière marche, dans ce cas-là, vous allez gagner une petite récompense et retourner cette tuile de l'escalier pour la faire passer à l'étape suivant, donc là vous voyez c'était la tuile 1, ça devient la tuile 6, et vous allez l'enfiler par le haut, ce qui fait que votre escalier en fait va progresser à l'infini, pas tout à fait à l'infini, puisque une fois qu'on aura repassé la tuile 6, que tous les ouvriers seront montés au-dessus, cette fois-ci on supprimera la tuile simplement, mais voilà, c'est un petit système d'escalier qui progresse comme ça, c'est super bien fait, c'est malin, on adore. Pour faire la transition, on va parler de la dernière chose qu'on peut faire à l'intérieur de la caravane, c'est l'étape de test. Cette étape-là n'est pas nécessaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin pour faire vivre notre invention de la tester c'est douter comme on dit, et donc on va pouvoir tester les inventions uniquement quand elles sont aux étapes de construction ou d'édition, évidemment quand c'est encore à l'état de plan, difficile de réaliser des tests. Dans ce cas-là, on va venir placer des dés de couleur directement sur les tuiles qui contiennent les inventions. Ça va nous permettre plusieurs choses. Déjà, éventuellement, d'obtenir des influences dans les différentes guildes, de faire avancer notre bateau, ça c'est un des trucs très importants qu'on va voir tout de suite après. On le fait progresser du nombre de cases exactement indiqué. Par exemple, si je mets un dé orange ici, je le fais progresser de 3 cases, et j'obtiens la tuile atelier qui se trouve juste en face. Cette tuile atelier, je vais la placer dans mon atelier, justement, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Je précise simplement que le fait de tester des inventions est ce qui va rapporter quand même
un peu de points à la fin de la partie pour le constructeur et l'éditeur de l'invention. Bon. Deuxième utilisation des dés, c'est l'utilisation au sein de l'atelier. Sur l'atelier, vous avez 3 lignes qui sont composées justement de tuiles atelier qui au début sont pas directement là. Vous avez une tuile atelier au début et vous allez, avec votre bateau, aller en récupérer au fur et à mesure. Lorsque vous utilisez des dés pour activer votre atelier, vous allez donc avoir certaines contraintes qui vont vous donner certaines récompenses si vous les respectez. Par exemple ici, si parmi les 2 dés que vous mettez là, vous avez une valeur de 7 ou plus, et bien dans ce cas-là, vous récupérez cette récompense. Si en plus, vous avez parmi les 2 dés un dé bleu, vous récupérez cette récompense en plus. Et si en plus vous avez, puisque c'est du 5+, et qu'on avait déjà du 7+, si en plus vous avez un dé orange parmi les 2 là, vous avez en plus cette récompense. Voilà. Donc vous allez essayer de faire les meilleurs assemblages possibles pour que votre moteur, c'est la partie construction de moteur, fonctionne le mieux possible à l'intérieur de votre atelier et qu'à chaque fois que vous activez une ligne, vous obtenez tout un tas de trucs. On va maintenant regarder comment utiliser nos personnages. Ces personnages, on va les placer sur le plateau principal. Vous voyez qu'il y a 2 types d'emplacements. Les emplacements les petits, comme ceux-là, qui n'accueillent qu'un seul personnage. Dès qu'il y a un personnage d'un joueur, on ne peut plus y venir. Et les grands emplacements, comme ça, qui accueillent un nombre illimité de personnages. Comment vont fonctionner ces emplacements? Vous allez devoir payer, en principe, des influences depuis les guildes, donc bien sûr vous allez devoir les obtenir dans un premier temps par divers moyens, et vous obtenez ensuite diverses actions. Vous voyez qu'ici on obtient des dés, on obtient des revenus, des cartes, différents trucs avec les artisans, bon, et on obtient éventuellement ce petit carré rouge là avec une influence. Ça signifie que vous allez pouvoir rechercher une sorte de technologie, donc un avantage. Les technologies sont au niveau de la piste de bateau. Pour pouvoir rechercher une technologie, il faut donc d'abord être allé débloquer un emplacement, retirer la tuile atelier, la placer dans un atelier, ça peut être le bateau d'un autre, c'est pas un problème, mais voilà, donc avoir un emplacement disponible. Les premières tuiles qui se trouvent ici vont vous donner un avantage permanent. Ici, par exemple, à chaque fois que vous obtenez un dé noir, vous obtenez ça aussi, bon, pourquoi pas. Ici, à chaque fois que vous allez placer votre tente, donc ce sera à partir de la 2e étape, vous allez obtenir un bonus particulier. Ici, à chaque fois que vous placez votre tente, par exemple, voilà, vous obtenez une influence dans une guilde. Bon, chouette. Et enfin, les dernières sont des bonus immédiats. Alors là, c'est des bonus assez balèzes. Pour arriver jusque-là, il faut quand même y aller déjà un petit peu, c'est assez solide, mais les bonus que vous obtenez sont très puissants. Quand vous recherchez une technologie, vous choisissez toujours parmi 3 tuiles, vous en prenez une, vous remettez les autres en dessous, et vous remarquez que chaque technologie peut être recherchée au maximum par 2 joueurs, avec le premier joueur qui va en principe prendre plus de points au passage. Les symboles jaunes sont les symboles de points de victoire dans les jeux de Shem Phillips et SJ McDonald. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les différentes actions qu'on pouvait réaliser. Une fois qu'un joueur a décidé de passer pour cette manche, il va donc placer la tente disponible la plus à gauche sur un des emplacements ici, et il va obtenir immédiatement la récompense assez conséquente d'ailleurs qui se trouve juste à côté. Une fois qu'un joueur a placé sa tente sur un de ces emplacements, il ne peut plus réaliser que ces actions-là qui sont quand même bien plus minimes que les actions que vous pouvez faire au cours de la manche. Vous pouvez notamment plus faire d'actions de caravane, plus envoyer d'ouvriers sur le plateau, voilà, donc vous êtes un petit peu coincé à faire les mêmes actions en boucle jusqu'à ce que le reste des joueurs ait passé. Et une fois que tout le monde a passé, alors à ce moment-là, on va faire un certain nombre d'étapes de remise en place, on récupère les ouvriers, on remet les dés, on les fait progresser, tout ça, bon, et on va faire progresser les tentes vers les emplacements directement au-dessus. Vous voyez que certaines vont apporter des avantages immédiats. Celle-ci va par exemple donner un ouvrier supplémentaire pour la prochaine manche. Celle-ci va vous donner le dromadaire à roulette qui va vous permettre d'avoir un emplacement de caravane de plus pour la manche d'après. Et les 3 premiers vont vous donner en fait des influences de fin de partie qui sont des influences virtuelles et qui en fait viennent s'ajouter et qui vont vous permettre d'obtenir des majorités au sein des guildes. À la fin de la partie, il y a tout un tas de trucs qui rapportent des points, notamment la piste de revenus, la position de vos artisans, les différentes inventions auxquelles vous avez contribué avec à la fois les tests réalisés, mais aussi le critère qui se trouve directement sur la carte. Voilà, il y a des points un petit peu partout, c'est une petite salade de fin, et voilà, je pense que là on a fait un bon tour des règles, j'espère avoir été pas trop long, et vous avoir donné une bonne impression d'ensemble, on va dire, du jeu, de comment ça fonctionne. On va passer maintenant à la partie critique d'inventeur. J'ai fait au total 6 parties
du jeu dans toutes les configurations, je pense. 2, 3, 4 joueurs. 3 joueurs, c'est clairement la meilleure config. J'ai gagné à peu près la moitié de ces parties. J'ai joué 2 fois avec Lily. J'ai pas réussi à la faire venir sur la vidéo, mais bon. En tout cas, très sympa, très bonne impression d'ensemble. D'abord parce que c'est un thème qui me parle à fond. Vraiment, je trouve que le thème des inventions est déjà hyper plaisant. Je trouve que ça fait vachement travailler l'imagination, c'est un truc de curiosité, de quand est-ce que c'est arrivé, tout ça. Je trouvais déjà que c'était déjà très présent dans le jeu de Vital Lacerda qui s'appelle Invention, du coup. J'aimais bien, j'aimais un petit peu moins le lien entre les actions, je trouvais que c'était un peu trop grossier, voilà, il n'y avait pas vraiment de justification de pourquoi on faisait ça, je trouvais ça moyennement cohérent. Ici, non seulement j'aime bien la thématique, parce que voilà, créer des inventions et tout, mais en plus je trouve que c'est très cohérent dans l'ensemble, parce que on a ce système de colonnes, on invente, on construit, on publie, on teste entre-temps, c'est vraiment exactement, dans l'informatique, c'est exactement ce qu'on fait, on fonctionne en plus avec un système de tableau Kanban, comme ça, voilà, où on fait différentes étapes, différentes fonctionnalités du produit. Bon, ça me parle à fond, j'aime bien ça, et je trouve que c'est très visuel, en fait, de pouvoir voir, de se dire, ok, mon invention, d'abord, elle est dans ma main. Ok, j'y pense. Impeccable. J'ai quoi? J'ai des lunettes. Super. Des lunettes automatisées. Tiens, impeccable. J'ai inventé les lunettes automatisées. Voilà, j'ai dessiné les plans. Voici les plans. Hop, on l'a construit. Et ensuite, hop, on l'édite. Ça y est, c'est commercialisé. C'est disponible pour tout le monde. Bon, très intéressant. Deuxième truc que j'ai déjà présenté un petit peu dans les règles, c'est ce système d'escalier. C'est génial. C'est trop bien, ça. En fait, il fallait penser, c'est juste un petit truc comme ça où ça fonctionne à l'infini. Hop, tu finis la tuile du bas, tu as une petite récompense parce que tu as fait progresser tout le monde sur un pied d'égalité. Tes ouvriers deviennent de plus en plus expérimentés, donc de plus en plus chers, mais ils rapportent aussi de plus en plus de points. À la fin de la partie, en fonction de l'étage sur lequel ils se trouveront, ils rapporteront bien sûr des points. Et ensuite, hop, on enfile la tuile par le haut en la retournant, tac, impeccable, et donc on fait progresser notre escalier comme ça, sans avoir besoin d'étendre le plateau à l'infini. Moi, je trouve ça très bien pensé, très bien fichu. La petite contrepartie, on va dire, c'est... Alors, il y a aussi ce système de bateau. Bon, comment on déplace le bateau? En faisant des tests sur les objets. Pourquoi? Bon, on sait pas trop, mais on déplace notre bateau, on va en fait chercher d'autres inventions, d'autres idées qu'on va pouvoir mettre dans notre atelier qui vont nous permettre de bosser. Bon, là, c'est à vous de faire travailler votre imagination, effectivement, mais pourquoi pas. Non, le vrai truc, là où je trouve que c'est un petit peu difficile en termes de gymnastique, c'est vraiment au niveau des dés. Il y a vraiment un concept à expliquer, comment fonctionne ce petit panneau avec les dés, avec l'étude, avec la partie gauche, le fait qu'ils puissent monter, passer à gauche, voilà, la valeur qu'ils obtiennent. Bon, c'est un peu énervé, je vais pas dire pour rien, parce que ça sert très clairement le jeu, et c'est très bien fait, mais c'est pas du tout instinctif, et c'est pas facile de se mettre dedans au départ, en tout cas, c'est là où il y a le plus de problèmes sur la compréhension au moment d'explication des règles. Bon, voilà, c'est comme ça. Deuxième point important qui me fait vraiment aimer le jeu, c'est que c'est un jeu qui s'inscrit complètement dans la trilogie du Sud. J'ai adoré les 2 premiers opus, j'en avais déjà parlé, Érudit Voyageur. Je trouve que celui-là s'intègre parfaitement dans cette trilogie et ça conclut vraiment avec brio la trilogie du Sud que j'ai beaucoup aimé dans son ensemble. Là, on arrive sur une sorte d'apothéose parce que, en termes de complexité, je pense qu'on a pris encore un petit cran par rapport à Érudit. On avait déjà un Voyageur qui était déjà plus solide que toute la trilogie de l'Ouest, à mon sens, hein, mais je pense que la note BGG est en adéquation. Très ouvert sur Voyageur, voilà, on peut faire des tas de trucs, bon, bac à sable un peu, ok, excellent. On passe sur Érudit, où là, on a un côté assez perturbant pour certains joueurs. Arnaud en parlait dans sa vidéo, et j'ai d'autres joueurs qui m'ont dit la même chose, qui m'ont dit, bah, en fait, moi, j'y arrive pas dans Érudit, parce que j'ai un problème avec les couleurs, en fait, des dés. C'est pas du tout instinctif pour moi de voir l'évolution et la fusion des couleurs, les couleurs secondaires qui sont issues de 2 couleurs primaires. Du coup, pour moi, ça ajoute un truc de complexité. Bon, je l'avais pas vraiment ressenti comme ça, mais effectivement, j'ai entendu ça chez plusieurs. Et donc, là, on arrive sur le truc ultime, je trouve, mais par contre, on se prend des concepts dans la tronche. Le livret de règles est un peu bizarre, je suis un peu mi-figue, mi-raisin dessus, moi aussi, je trouve que c'est toujours bizarre un peu d'expliquer les concepts au début, mais en même temps, au final, même dans mon explication, je trouve pas vraiment mieux que d'expliquer l'overview, on va dire, du jeu, et ensuite de rentrer tout de suite dans le concept, notamment de ce panneau de dés, qui est pour moi le plus énervé, le plus tendu à comprendre. Une fois qu'on a passé ça, je pense que le reste est quand même assez fluide, assez limpide, mais voilà, il y a ce truc-là. En tout cas, on est sur
du vrai jeu expert, et ça fait vraiment plaisir, il y a des vrais choix à réaliser, il y a beaucoup d'éléments à observer, on retrouve un petit peu les éléments en fait constitutifs de la trilogie du Sud, c'est quoi? La partie très ouverte, notamment dans Voyageur, on avait déjà ça, on pouvait faire tout un tas de choses. Dans Érudit, on avait cadré un petit peu plus, parce qu'au final, on n'avait que 4 actions entre guillemets, avec beaucoup de dérivés, beaucoup d'issues possibles, beaucoup d'imbrications en fait entre les différentes actions. Et ici, on a une sorte de mélange un petit peu entre les deux. On a déjà 2 types d'ouvriers, déjà assez perturbants. On a une grosse question de tempo, parce qu'il y a quand même des emplacements pour ces ouvriers. Il y a également un nombre limité de ces tuiles dans les différentes colonnes. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se mélangent ici. J'ai l'impression qu'on a fait un mix en fait des 2 précédents et qu'on a tout mis à l'intérieur. On conserve ensuite en deuxième élément de cette trilogie du Sud toujours la partie interactive, puisque là on construit les inventions de manière collaborative. Enfin, compétitive évidemment, mais je veux dire, on est plusieurs à participer aux étapes de la vie d'une seule et même invention. Et donc ça, c'est vraiment super malin. C'est un ingrédient qui était présent dans les 2 premiers opus, mais qu'on retrouve complètement ici. Et enfin, voilà, c'est un élément que moi j'adore, hein, c'est très clair. Donc je suis très content qu'on ait gardé cette même direction, et ça c'est vraiment chouette. Et bien sûr, on a l'élément de complexité qui est monté crescendo depuis Voyageur, et là on arrive effectivement sur un 4,3, je pense que c'est un petit peu beaucoup. Il y a quand même 80 votes hein, sur BGG, donc c'est quand même partagé par pas mal de joueurs, cette complexité assez franche. Moi je m'arrêterai à 4, parce que je pense que ça vaut quand même pas un Trécarillon, ou ce genre de jeu où vraiment il y a beaucoup d'imbrications et beaucoup comment on dit, d'implication en fait de ce que vous allez faire. Une action entraîne beaucoup de choses. Ici je trouve qu'on a des questions de tempo qui sont pas du tout évidentes à voir. Il vous faudra 1 ou 2 parties pour vous mettre vraiment dedans et pour avoir bien compris. En tout cas, pour ma part, il m'a fallu vraiment une bonne partie pour arriver au bout et me dire, faire le scoring et me dire « Ah ouais, ok, les points ils sont là, ok d'accord, bon, on va y aller ». Lily a pas du tout eu ce problème, en fait elle a tout de suite compris le truc des cartes et tout, donc elle a failli m'éclater la première partie, mais l'honneur est sauf. Mais enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, on a cette touche de complexité que j'ai beaucoup aimée dans cette trilogie du Sud, que j'ai trouvé très très adaptée et qui n'a fait que progresser et qui est pour le plaisir des joueurs qui aiment les jeux plus avancés. Là, je pense que on est exactement dans ce qu'on attend, quoi. En tout cas, moi, je suis totalement conquis. Un autre élément que le jeu a hérité de la trilogie du Sud, ce sont les dés comme ouvrier. Ça, c'est été présent tout le temps. Ça a été beaucoup source en fait de questionnement, même sur Érudit, j'en avais parlé en disant, même sur Voyageur, je crois déjà, en disant, effectivement, les dés de faible valeur, dans la mesure où on les lance au moment où on réinitialise le plateau, c'est le cas ici aussi dans Inventeur, les dés de faible valeur n'ont pas vraiment d'intérêt. C'est-à-dire qu'ils sont strictement moins bons que les dés de forte valeur. On a toujours envie d'avoir des dés de valeur meilleure. Les dés de faible valeur ne servent pas plus que les dés de forte valeur. Voilà. Donc il y a ce débat depuis le début, depuis Voyageur. Et puis en fait, depuis Voyageur, moi j'étais un petit peu de l'avis de Reynald, d'un copain, qui disait qu'en fait, c'était un vrai problème de ces jeux-là, qu'il aimait bien les jeux, mais que malheureusement, il y avait cet élément-là, des dés et du fait de les lancer, qui le dérangeait. J'étais assez de son avis, et puis sur Érudit, j'ai commencé à me dire « Ah, en fait, pourquoi pas ?» Et puis là, sur Inventeur, en fait, je pense que là, j'ai un petit peu changé de point de vue, parce que, alors, c'était moins le cas sur Voyageur notamment, dans mes souvenirs. Sur Érudit, c'était déjà un petit peu mieux, parce qu'il y avait des actions qui ne dépendaient pas de la valeur des dés, et pour lesquelles on pouvait justement se débarrasser un petit peu de cette bad luck, cette malchance aux dés. Ici, on a un peu le même système. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on s'en fout. En fait, typiquement, là, dans mon atelier, pour taper cette action-là à 1+, quand j'ai pas d'autre tuile atelier, je m'en fous d'avoir des gros dés. Je vais même carrément investir un petit dé. C'est-à-dire que, au lieu de griller un dé, ne serait-ce qu'un dé 4 ici, je vais attendre de faire monter un dé depuis là, de le lancer, et de tomber sur... C'est pas un 5, c'est un 1, voilà. De tomber sur un 1, parce que, du coup, je me dis... je vais optimiser à fond mon fonctionnement. Et en fait, on a le raisonnement inverse qui se met en place, c'est-à-dire qu'on se dit, en fait, mes petits dés, ils servent exactement à ça. Ils ont un intérêt, ils sont meilleurs que les gros dés dans cette situation-là, parce que si je mets un gros dé sur un truc qui a juste besoin d'un 1+, en fait, je le gâche, entre guillemets. Je ne l'optimise pas.
Et donc je trouve que c'est très présent à l'intérieur du jeu, en tout cas dans toutes les parties que j'ai vues, tous les joueurs ont essayé de justement ne pas gâcher les gros dés, en tout cas au moins sur les premières manches. La dernière manche on s'en fout, parce qu'après de toute façon il n'y a plus de dés. Mais bon, c'est vrai qu'on a vraiment ce réflexe-là, et du coup je suis beaucoup moins embêté par le fait d'avoir ce tirage de dés, ce lancer de dés. Cédric aussi de Golden Meeple s'en plaignait pas mal, Laurent contrait un petit peu. Moi je pense que de toute façon, c'est du chaos entrant, ça fait partie des données du jeu. Il faut choisir de l'accepter ou pas. Moi, je décide de l'accepter ici parce que c'est une sorte de contrainte d'adaptation à l'intérieur du jeu. Je sais que je vais avoir des petits dés. Je sais que tous les autres joueurs, statistiquement, autour de la table, vont avoir des petits dés. Et donc, du coup, ces petits dés-là, eh ben, ils vont me servir dans mon atelier, dans la petite ligne que je vais construire, qui ne demandera pas beaucoup, justement, en termes de valeur, ou alors pour faire des petites inventions. Il y a aussi des inventions qui ne demandent pas beaucoup en termes de valeur. Et donc, voilà, je vais en fait les utiliser dans ce cadre-là, et ce ne sera pas gâché, ce sera justement au contraire optimisé pour sauvegarder les gros dés que j'ai. Voilà, c'est la meilleure explication que je vous ai trouvée. Je ne saurais pas faire mieux sur ce petit point négatif pour certains joueurs, qui en sera un certainement. Voilà, moi ça me dérange de moins en moins. Enfin, un dernier élément sur lequel je voudrais revenir, c'est que le jeu est très satisfaisant pour plusieurs éléments à mon sens. Le premier, c'est que c'est un jeu qui a une certaine complexité. Quand on arrive à le maîtriser et quand on arrive à vraiment voir les tenants et les aboutissants et qu'on peut observer justement et voir un coup à quelques coups d'avance, ça c'est vraiment quelque chose d'assez satisfaisant, et de se dire ok, là je vais vraiment optimiser tout ce que je vais faire, je vais d'abord me mettre là, ensuite ici, ensuite là, je vais construire ce truc là, tac, ok, il vient de construire à ce tour-ci, impeccable, il faut que je recalcule mon tour, attention, on y retourne, en fait il y a un emplacement qui s'est libéré, allez, on peut y aller là maintenant et tout ça. Le fait que le jeu ait une complexité importante, ça va créer justement une vraie satisfaction quand vous arrivez à maîtriser ce que vous faites, à contrôler un petit peu les actions que vous allez faire, dans le but d'obtenir, de maximiser cette récompense de fin de partie, ou pour obtenir un maximum de pièces parce que vous allez faire un très gros coup derrière. Voilà, je trouve que tout ça, c'est vraiment hyper satisfaisant. En termes de rapport temps-profondeur, je trouve qu'il est aussi très équilibré, c'est-à-dire que vos premières parties vont être quand même assez longues, parce qu'il va falloir que, donc c'est un jeu qui est quand même assez susceptible à la paix, il va falloir que vous arriviez à calculer vos tours un petit peu en avance, qui va déjà être un peu touché au départ, et en plus de ça, si un joueur vient se mettre un petit peu en travers de votre route pour la partie interactive, bah, il va falloir recalculer. Bon, ça risque d'être un petit peu long au départ. Par contre, une fois qu'on l'a bien en main, on arrive à taper des parties à 3 joueurs en 2h15, quelque chose comme ça, ce qui est tout à fait raisonnable pour un jeu de ce calibre, et c'est vraiment très agréable. Je disais que la meilleure config c'était 3, je pense qu'à 2 ça marche bien aussi, il y a juste un petit automa qui est un peu chiant, faut bloquer quelques emplacements, machin, c'est un peu de bricolage, un peu de manip, c'est nécessaire, mais ça fonctionne, et ça vous permet de faire vraiment descendre le temps de jeu. Vous arrivez à 1h30, 2h, et là vous êtes vraiment relax au niveau du temps de jeu, puisque vous avez réussi à caler un très gros jeu très avancé en très peu de temps, et donc ça c'est toujours très satisfaisant. Encore un autre levier qui est à votre disposition si jamais vous voulez réduire un petit peu ce temps de jeu, c'est que vous pouvez jouer en 3 manches au lieu de 4. Dans ce cas-là, vous avez une petite mise en place un tout petit peu différente, vous avez des petits objectifs en plus, je sais plus trop, bon, j'ai joué qu'une seule fois, c'était les premières parties, moi je trouve que le jeu est très très bien en 4 manches, voilà, je vous déconseille simplement d'y jouer à 4. D'une manière générale, hein, je pense que sur toute la trilogie du Sud, la meilleure config c'est toujours 3 joueurs. Et c'est pas nécessaire en fait d'être 4, ça n'apporte rien de particulier, si ce n'est du temps de jeu en plus, voilà, qui est pas particulièrement souhaitable. Je vous recommande vraiment franchement d'y jouer à 3. En termes de matériel, d'iconographie, d'illustration, on est en plein dans du Shem Phillips, S.J. Macdonald, The Miko, c'est vraiment la classique totale. On est exactement dans les couleurs des 2 précédents opus, là on peut que s'y retrouver. En termes d'iconographie, c'est très 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 similaire, il y a beaucoup de choses qui sont proches. Il y a quelques loupés quand même, il y a quelques coups de paiement, notamment d'influence depuis les guildes, qui sont des fois notés d'une manière, des fois notés d'une autre manière. Bon, visiblement c'est volontaire de ce que j'ai pu en lire sur BGG. Je sais pas trop pour quelle raison, mais enfin bon, pourquoi pas. Toute cette partie-là est un peu perfectible, je pense. En tout cas, je saurais pas du tout comment faire mieux, bien entendu, mais simplement, je pense que ça se comprend pas très bien au premier coup d'œil, donc on a besoin d'une aide de jeu ou une référence iconographique. Après là, on est quand même assez fort en termes de difficulté, mais voilà, on n'est pas, pour moi, on n'est pas aussi clair qu'un Yann O'Toole.
Voilà, c'est ce que je pourrais reprocher un petit peu. Sinon, en dehors de ça, au niveau du matos, on est toujours très bien. Pour moi, c'est toujours juste ce qu'il faut. Il y a énormément de dés, il y a des tuiles, il y a du bois, il y a du carton, il y a tout. Et on est toujours dans un tarif qui est plus que raisonnable. Ça vaut toujours 45 balles. Moi, je sais pas comment c'est possible, en fait. Je comprends pas du tout comment un jeu comme ça, avec autant de dés, peut sortir à 45 balles, et on se retrouve avec des Beyond the Sun, où il y a, je crois qu'il y a moins de dés, même que là, je pense. Alors, ils sont custom, hein, c'est pas du tout le même style, bien entendu, mais on est à 70 balles, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Je comprends pas comment l'un peut avoir autant de différence avec l'autre. En tout cas, bon, profitez-en, parce que vraiment, des jeux de cette qualité pour ce genre de prix, vraiment, c'est pas du tout commun. Et bah, ça mérite, quoi. C'est un jeu qui a vraiment le mérite d'exister. Vraiment, je le pense sincèrement. Je pense que toute la trilogie du Sud est vraiment une réussite de A à Z. On va garder les traditions bien en place, bien entendu, et on va passer à la tier list. Bien entendu, sans Dylan, je lui demanderai son avis la prochaine fois. Dans la prochaine vidéo qu'on fera, ça devra être sur Seti, je pense, on lui demandera son avis à ce moment-là, où est-ce qu'il place Inventeur dans sa tier list. Pour ma part, il n'y a pas beaucoup de surprises, je vais mettre ça en S, même en S+. C'est exactement le genre de jeu que j'ai envie de jouer. Je pense que si je pouvais y jouer beaucoup plus souvent, je le ferais, vraiment avec grand plaisir. Pour moi, c'est de l'art, quoi. Là, on est vraiment sur de l'excellent jeu de société. Ça nous prouve qu'on sait faire du très très bon jeu de société. On n'est pas du tout dans du hockey game, dans quelque chose de dispensable. Là, pour moi, on est sur une réussite absolue. Voilà, je vais arrêter d'en mettre plein, mais clairement, hein, franchement, je pense que j'ai pas grand chose à reprocher à ce jeu. Si vous voulez en faire une partie, que vous êtes sur Nancy, passez-moi un petit coup de fil. Je vous l'explique avec plaisir. J'ai condensé ça, maintenant j'y arrive en 25 minutes. Donc on peut y aller. Mais ouais, super bien à tout point de vue. Voilà. Donc c'est du S, largement pour moi. J'en ai terminé pour Inventeur du Tigre du Sud. Ça devrait sortir vendredi en boutique. Vous pouvez y aller. Très franchement, c'est du très 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 solide. Je vous mets le petit message de la PCL. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques. On embrasse Dylan. À bientôt. Ciao. Message de la PCL. Lisez, écoutez et regardez des avis contradictoires. N'achetez pas sur l'avis d'une seule personne de référence. Testez les jeux dans votre ludothèque, votre café-jeu, votre boutique ou encore en festival. Ceci est un message de la prévention du chouinage ludique.